Du coup, on passe à AB Conservation. Pourquoi avoir créé une telle association? Déjà, Arctictis, donc AB, c'est Arctictis Binturong hein, pour le nom scientifique de l'association. Le désir de créer une association qui est dédiée à l'étude et à la protection du binturong est venu quand même progressivement. C'est-à-dire que j'ai créé en 2014 l'association, mais elle s'est pas faite sur un coup de tête. Ça s'est venu vraiment petit à petit en découvrant en fait le binturong. Tout d'abord, la première rencontre que j'ai eue avec un binturong, c'était lors de mes premiers stages de soigneur animalier à la ménagerie du Jardin des Plantes. Pour tous les soigneurs animaliers et même je pense pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu animalier, quand on rentre à la maison et qu'on réfléchit à notre journée, on fait souvent des recherches sur les espèces qui nous ont un peu étonnés, qu'on a découvertes, etc. Donc on regarde sur Internet et on fait quelques petites recherches. Sur le binturong, en fait, même si j'avais fait des recherches en 2012, en 2013 ou même en 2014, c'est-à-dire avant la création du site internet d'AB Conservation, je serais toujours tombée sur les mêmes informations, c'est-à-dire que si vous souhaitiez obtenir des infos sur le binturong, vous vous partiez en fait à une page Wikipédia qui était bourrée d'informations très contradictoires. Donc, on avait vraiment très peu d'informations à cette époque sur le binturong, en tout cas pour le grand public. Si vous étiez un visiteur lambda dans un parc et vous souhaitiez en savoir un peu plus, vous vous cantonniez à des panneaux pédagogiques qui souvent même les panneaux pédagogiques dans les parcs zoologiques étaient erronés et vous rentriez en fait chez vous avec soit des informations qui étaient fausses, soit vous cherchiez un peu et vous rendiez compte très rapidement que on a très peu de connaissances sur l'espèce. Donc moi, je travaille à la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris depuis 2012 et la chance qu'on a en étant dans cette structure, c'est qu'on dépend en fait du Muséum national d'histoire naturelle. Donc on est entouré de scientifiques. À l'époque, c'était en 2012, je crois. En 2012, je prends contact avec le docteur Géraldine Véron, qui est une chercheuse donc au muséum et qui est spécialiste des petits carnivores. Grâce à elle, en fait, j'ai pu avoir accès à une centaine d'articles scientifiques. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas chercheur, si vous n'êtes pas étudiant-chercheur, il y a plein d'articles scientifiques en fait où vous n'arrivez jamais à mettre la main dessus. Grâce à elle, j'ai pu consulter ces articles. Et en fait, il faut savoir que seulement un seul et unique article décrivait l'espèce dans son milieu naturel et surtout, c'est vraiment l'objet d'une réelle étude et on avait des nouveautés. Donc, le binturong, il a été découvert en 1821 et donc ça veut dire que jusqu'en 2005, on savait pratiquement rien sur l'espèce. C'est-à-dire que le binturong, on disait quand même que le binturong est un très bon pêcheur. Il mange du poisson. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Mais c'est resté très longtemps, vraiment très longtemps dans les mœurs. Sûrement quelqu'un qui avait observé dans un parc zoologique que le binturong, il mangeait du poisson. Hop, ça a été mis dans un article scientifique. Le binturong est un mangeur de poisson. Il faut savoir en fait que sur les 100 articles scientifiques que j'avais consultés à l'époque, soit c'était des recensements de population, c'est-à-dire qu'ils posaient des pièges photographiques en forêt et ils faisaient un recensement de la faune sauvage. Ah bah tiens, il y a eu un binturong cette année à telle heure, voilà. Donc ils mentionnaient le binturong, mais ils ne décrivaient pas en fait son comportement en milieu naturel. Et le reste des articles scientifiques, c'était des observations comportementales, mais uniquement en captivité. Qui dit observation du comportement en captivité dit que ça diffère énormément du comportement qu'on peut retrouver en milieu naturel. Donc les informations qu'on a faites en captivité, je suis désolée, on ne peut pas se baser sur un comportement en captivité comme celui qu'on pourrait rencontrer dans la nature. Donc énormément de lacunes en fait sur les connaissances du binturong. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'observation qui ont été faites en milieu naturel sur la reproduction du binturong, sur les interactions qu'on pourrait y avoir entre individus, sur la gestion des petits, sur le fait que ça soit une espèce réellement solitaire ou non. Même au niveau nocturne, pendant longtemps, il y avait beaucoup d'articles qui se contredisaient sur le fait non, c'est une espèce qui est diurne, non, c'est une espèce qui est nocturne, non, elle est nocturne, diurne. Bref, il y avait de tout en fait sur le binturong. Donc en fait, je pourrais même pas répondre à la question de reproduction sur le binturong. La seule chose que je peux vous dire, c'est effectivement cet article scientifique qui date de 2005, qui disait que la taille d'un territoire d'un binturong variait entre 2,5 et 7 km² pour un individu. Un seul individu.
En fait, cet article avait été fait avec une méthode de radiopistage, mais uniquement avec des colliers GPS. Donc, il n'y avait pas vraiment d'observation faite sur le comportement de l'animal, sur son écologie. C'était vraiment uniquement de récupérer des points GPS et de calculer la taille de son territoire ou le nombre de mètres, de kilomètres il parcourait dans la journée. Euh, donc, quand j'ai commencé à faire mes recherches, à faire un peu de bibliographie, je me suis rendu compte en fait que pourquoi auprès de l'UICN, ce binturong et les binturongs sont vulnérables si aucun recensement de la population a été fait, si on n'a aucune donnée comportementale sur l'animal. Donc, créer AB Conservation, c'est voilà, c'est venu d'un premier constat. Cette espèce, on la connaît pas. Quand je parlais des binturongs, c'était hyper énervant au début parce que les gens ils me demandaient ce que c'était. C'est un animal, mais de quoi tu me parles? C'est une fleur, c'est un caillou. Non, c'est un animal qui vient d'Asie du Sud-Est. Les gens le connaissaient pas. Et même maintenant, il y a aussi des gens qui le connaissent pas, mais qui commencent à le connaître un peu plus. Mais voilà, c'est une espèce qui n'était pas connue, très peu connue. Quand une espèce est très peu connue, ça ne suscite pas forcément de vocation, donc les gens s'y intéressent pas, on fait pas plus de recherches que ça. Donc finalement, on collecte pas de données dans le milieu naturel et du coup, on a du mal pour le protéger puisqu'on ne connaît pas les mœurs dans son milieu naturel. Donc je me suis dit, bon, il y a bien une association qui s'occupe du binturong dans le monde. Il y a bien des associations sur le panda roux, le panda géant, la panthère des neiges. Bref, il y a des associations sur plein de trucs. Il y a bien une association sur les binturongs. Alors non, il n'y avait pas d'association sur le binturong. Il y a des centres de soins qui récupéraient des binturongs, qui les relâchaient, mais il n'y avait pas vraiment d'association qui était dédiée à leur protection. Donc en 2014, je me suis lancée avec 4 autres personnes qui maintenant font plus partie de l'association, mais qui nous suivent toujours, qui nous supportent toujours, etc. Donc ça, c'est plutôt cool, mais qui sont partis faire d'autres projets ailleurs. Et donc, on s'est fixé plusieurs objectifs. Le premier objectif, clairement, c'était de sensibiliser. En fait, le but, c'était de promouvoir l'image du binturong. Plus on fera connaître le binturong, comme je vous disais, plus on créera de vocation, plus il y aura de personnes qui vont souhaiter le protéger. Alors, je vais pas vous décrire tout ce que fait l'association, que ce soit en France ou aux Philippines. On fait énormément d'interventions pédagogiques. Je vais vous parler des chiffres de l'année dernière, ça sera beaucoup plus simple. L'année dernière, par exemple, on a fait 17 interventions éducatives, que ce soit dans des parcs zoologiques, dans des écoles, que ce soit lors d'événements environnementaux. On a aussi fait 8 conférences, des conférences auprès d'étudiants, des conférences auprès de professionnels, mais aussi auprès du grand public. On anime des webinaires auprès des étudiants. Ouais, on est un peu en avance pour le coronavirus. On a créé aussi, avec l'arrivée de Muriel aux Philippines, une formation d'éducation à l'environnement. Donc l'année dernière, en fin d'année, elle a animé 2 formations d'éducation à l'environnement. Et surtout, on a créé ce qu'on appelle la World Binturong Day, qui est la journée mondiale du binturong. L'année dernière, on a 30 parcs zoologiques qui ont participé. J'ai 30 parcs, j'avoue que je n'ai pas compté les centres de soins ou même les particuliers qui nous ont envoyé pas mal de photos. Pourquoi créer une telle journée? Pourquoi créer s'embêter à créer une journée mondiale du binturong? Il faut savoir que quand vous faites des interventions éducatives, il faut que vous ayez d'une part du temps, il faut que vous ayez des moyens financiers, et il faut aussi que vous ayez des moyens humains. Donc, il faut réunir 3 choses. Des bénévoles, de l'argent parce qu'il faut les loger, parce qu'il faut les nourrir, parce qu'il faut payer le transport, et aussi du temps. Moi, par exemple, je travaille à plein temps comme soigneuse animalière. Donc, lorsque je vais faire mes interventions éducatives, je le fais sur mes jours de repos. Donc, ça prend de l'argent, du temps et des besoins humains. Et en plus, quand vous faites des interventions éducatives, comme ça, par exemple, en juillet, on doit faire quelques interventions en parc zoologique. Quand vous faites une journée d'intervention, vous touchez combien de personnes au maximum? Une centaine. Clairement, allez, vraiment au maximum, je pense une centaine de personnes, au maximum. Au minimum, 0, bien sûr. Au maximum, vous touchez une centaine de personnes. Combien de personnes dans ces 100 vont-ils véhiculer notre message? Pas beaucoup. C'est pas 100, c'est pas 99, c'est pas 80, c'est pas 50. Ça va être, allez, si on a de la chance, 10 personnes qui on va parler à l'entourage. Ces 10 personnes vont peut-être en parler, allez, sur les 10 personnes, une personne. Mais on n'a pas énormément d'impact. L'idée de créer une journée mondiale du binturong, si on a une bonne communication, c'est de mobiliser en fait plein de gens dans le monde entier.
mobilisé d'abord des parcs zoologiques parce qu'on trouvait que c'était vraiment le plus simple de contacter les parcs, puisque ça fait vraiment, hein, les parcs zoologiques ont une bonne vitrine pour faire de l'éducation, pour éduquer en fait les gens, pour faire passer un message, pour protéger des espèces. Ils ont ce pouvoir en fait de sensibiliser aussi les gens. Donc on les a contactés, on a contacté des parcs zoologiques, que ce soit en Europe, que ce soit aussi aux États-Unis, avec une super belle affiche à l'époque d'un binturon qui volait dans les airs avec sa cape de super-héros. Et la première année, on a 15 parcs zoologiques qui ont participé. Ça veut dire qu'en une seule journée, c'est comme si on avait fait 15 interventions dans 15 parcs différents, dans 4 continents différents. C'est quand même, ça fonctionne quand même beaucoup plus que lorsqu'on fait une intervention par-ci par-là en France. L'année d'après, on avait 18 parcs qui participaient. L'année d'après, on en avait 20. L'année d'après, on en avait 25. Et depuis 2 ans, on stagne à peu près une trentaine de parcs zoologiques, sans compter qu'on a des centres de soins en plus et qu'on a des particuliers qui participent. Cette année, c'est un peu particulier. On a tous été dans le monde touchés par le coronavirus, donc on est tous un peu confinés à la maison. Les parcs zoologiques ont fermé leurs portes. Donc, il faut se réinventer, il faut aussi s'adapter. Donc là, vous pouvez voir notre affiche pour cette année et vous pouvez voir que la prochaine journée mondiale du binturong aura lieu le samedi 9 mai 2020. Il a vraiment fallu qu'on s'adapte énormément et qu'on se réinvente, puisque normalement, nous, on était accueillis tous les ans par la ménagerie de Jardin des Plantes qui a fermé ses portes. Tous les parcs zoologiques, notamment, on en avait pas mal qui étaient en Europe et qui récoltaient aussi des fonds, parce que cette journée aussi permet de récolter des fonds qui sont réinjectés ensuite dans notre programme d'études directement aux Philippines. Donc voilà, il a fallu qu'on se réinvente. Du coup, on s'est mis un peu en quatre ce mois-là, de coincer à la maison, pour mettre en place des activités que les gens pourront faire à la maison, que les parcs zoologiques pourront faire aussi dans leur parc à distance. Donc, on a envoyé pas mal de mails dans les centres de soins et dans les parcs zoologiques pour que voilà, ils fassent des petites animations à distance. Et nous, on a mis en place des petites activités, notamment l'activité Où est Pop. Pop, qui est notre nouveau membre, qui est une petite binturong qu'on a accueilli chez nous pour venir travailler, pour défendre le binturong. Et on a lancé un jeu qui débute dès demain. Donc, dès demain, vous pouvez directement aller sur notre site internet pour commencer à jouer à Pop. Donc, c'est un jeu qui va se dérouler de demain, dimanche, le 3 mai, jusqu'à vendredi à 22 h, donc le vendredi 8 mai. Le but, c'est de retrouver tous les jours. Donc, tous les jours, il faut venir sur notre site internet. Tous les jours, il faut trouver un nouveau Pop, puisque vous allez retrouver Pop dans une situation différente vraiment chaque jour. Et si vous avez trouvé tous les Pops, vous allez tirer au sort parmi tous ceux qui ont trouvé les Pops de la semaine. Et il y aura une petite surprise pour les personnes sélectionnées. Et du coup, on va sélectionner 3 personnes parce qu'on est un peu généreux. Donc ça, c'est un jeu qui va vraiment se dérouler tout au long de la semaine et on espère avoir pas mal de participants. Et on vous a préparé tout au long de la semaine. Et je peux vous dire qu'on a bossé des tutoriels, en fait, vidéo, pour pouvoir se maquiller à la maison, pour pouvoir créer de la peinture, pour peindre des binturongs avec des produits naturels, pour créer de la pâte à modeler avec des produits naturels. On a créé même des filtres pour vos photos Facebook où vous pourrez mettre des oreilles de binturong. Voilà, on a essayé un peu de se renouveler pendant cette période un peu difficile pour que vous puissiez voilà, célébrer le binturong chez vous. Donc le but, c'est de vous maquiller en binturong, de changer votre photo de profil, de faire des coloriages avec vos enfants ou même sans les enfants, entre adultes, partager des photos de binturong, même manger du popcorn devant la caméra et même tester vos connaissances. Via notre site internet, on aura des quiz et vous pourrez partager votre score. Et j'espère que vous aurez des bons scores après cette réunion, après cette conférence, pardon, que vous pourrez en fait, voilà, partager sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, en fait, si vous vous maquillez, prenez-vous en photo. Si vous faites des dessins, envoyez-les, diffusez-les sur les réseaux sociaux avec les hashtags que vous voyez là, WBD 2020 et hashtag binturongday 2020. C'est notre façon cette année de participer, voilà, de célébrer la journée mondiale du binturong et de vous faire participer à l'événement. Voilà, désolée pour ce coronavirus. Je m'excuse pour lui.
L'autre objectif du coup de l'association, comme vous vous en doutez, c'est d'étudier cette espèce. On commence d'abord par la sensibilisation parce que c'était le plus simple pour l'association, tout d'abord de promouvoir l'image du binturong. Et après, il faut collecter des données dans le milieu naturel. Il faut savoir que moi, au niveau de mon background, il n'est pas du tout scientifique. Je ne suis pas éthologue. Je n'ai pas de bagage d'éthologie, etc. Donc, voilà, je ne peux pas tout faire toute seule, donc il me faut une équipe de scientifiques. Et la chance était avec moi en 2015 et en 2016, vous verrez pourquoi. La seule chose, c'est que voilà, le but de l'association, c'était pouvoir enfin collecter ces données directement dans le milieu naturel. Donc, en 2015, j'ai commencé, en tout cas j'ai essayé de commencer comme une grande, à récupérer des données notamment sur la répartition géographique, puisque lorsqu'on consultait la carte géographique de l'UICN à l'époque, en 2014, en 2015, on voyait une carte de l'Asie du Sud-Est en fait qui était tout en rouge, comme si le binturong en fait on le retrouvait dans n'importe quelle localité d'Asie du Sud. Alors que pas du tout, on sait bien que le binturong arboricole, on ne va pas le retrouver à Hanoï ou à Ho Chi Minh ou à Kuala Lumpur, voilà, sauf peut-être dans une cage. Mais du coup, le but, c'était, avec l'aide de Géraldine Véron, donc je vous ai déjà parlé au début, l'aide de Géraldine Véron, de contacter plein de chercheurs qui m'envoyaient en fait leurs coordonnées GPS des caméras trappes, des pièges photographiques qu'ils avaient posés en forêt. Donc ça permettait déjà de récupérer certaines indications sur les localités des binturongs et surtout de savoir, ah bah tiens, ici, ça fait depuis 2008 qu'on n'en a pas vu, là, ça fait depuis 1997 qu'on n'a pas vu de binturong, etc. Et les sous-espèces, c'était très important parce que ça répondait aussi à une interrogation, comme on vous a dit au tout début, dans le programme d'élevage européen, de se dire que comment on fait quand on a un plan de gestion comme ça d'animaux captifs si on n'arrive même pas à connaître telle ou telle sous-espèce. Donc, c'est une étude qui a débuté en 2015, qui a été menée par Géraldine Véron en collaboration avec AB Conservation. Le but étant de récupérer des échantillons ADN, donc là, des poils, de pouvoir les analyser. Et nous, de notre côté, c'était de rassembler assez d'informations auprès des parcs zoologiques pour avoir des indications telles que la taille, le poids, la couleur du pelage, la taille des poils, et en fait de comparer en fonction des sous-espèces qu'on avait identifiées s'il y avait une différence morphologique. Ces deux études, je les ai débutées, mais voilà, avec mon tout petit background de rien du tout, et c'est Agathe en fait qui a récupéré toutes ces études en 2016. Donc j'ai rencontré Agathe en 2016 et elle est devenue responsable scientifique. Et donc le but en fait des études, c'est donc de continuer la répartition géographique. Et je pense qu'on pourra vous mettre le lien dans la conversation et vous verrez que les données qu'a rassemblées Agathe sont juste impressionnantes et on peut vraiment se rendre compte de la disparité au niveau des populations de binturong. Et pareil, les sous-espèces, il y a un article scientifique qui a été fait, qui a été rédigé par Géraldine Véron. Je ne sais plus si c'était en fin d'année dernière ou début de cette année, mais qui est aussi disponible. On pourra vous mettre le lien dans la conversation. Donc, le but de collecter des données, c'est aussi de savoir la densité de population, puisque ça n'a jamais été fait. C'est aussi déterminer les différents comportements alimentaires et sociaux des binturongs et aussi de voir les interactions du binturong et de la forêt. Pourquoi faire ça en fait? Tout simplement, imaginons, au Vietnam, on n'a pas vu de binturong depuis 2008. On souhaite, parce qu'on sait qu'au Laos, il reste des binturongs, que c'est un pays qui est frontalier avec le Vietnam, qui a encore des belles forêts intactes au Laos. Imaginons qu'on souhaite faire venir le binturong au Vietnam. Pourquoi pas ne pas planter des arbres? Mais quelle essence d'arbre? Quelle variété d'essence d'arbre allons-nous planter pour que le binturong il revienne de lui-même? C'est très compliqué puisqu'on ne sait pas exactement quelle alimentation il a, quels fruits il préfère. On sait que dans nos articles scientifiques, on nous dit qu'il mange des figues. Ah oui, c'est bien beau, il mange des figues, mais nous, aux Philippines, la saison fruitière des figues, elle dure 4 mois de l'année. Donc, les 8 autres mois de l'année, que mange le binturong? On ne sait pas. Et on va pas faire pousser que des ficus étrangleurs, qui est une espèce en fait d'arbre en plus invasif par rapport aux autres. Donc, il faut pouvoir planter une variété d'espèces différentes. Voilà, c'est juste un exemple, mais on a besoin d'avoir plus d'informations avant de pouvoir créer un vrai programme de conservation. Ne serait-ce que pour quand on parle de réintroduction. Par exemple, en parlant de réintroduction du binturong. Actuellement, quelle est l'utilité de réintroduire des binturongs? On n'a même pas refait de recensement. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin de réintroduire des binturongs. Imaginons qu'à Palawan, on a 3 binturongs qui sont dans notre centre de soins et on se dit dès demain, ah bah tiens, on va les relâcher dans la forêt. Qui nous dit que dans cette forêt, qu'on n'a pas eu le temps d'étudier, il y a déjà un binturong qui s'y trouve. Et que ce binturong, pour être tranquille, il a besoin d'avoir
5 km². Là, on lui introduit d'un coup 3 binturongs. Est-ce que ça va pas être néfaste pour lui? Est-ce que ça va pas être néfaste aussi pour les autres animaux qui vivent dans le même milieu? Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on doit prendre en considération pour pouvoir créer un vrai programme de conservation et pour parler, en fait, de protection de l'espèce. Là, pour le moment, la seule chose qu'on peut faire pour protéger le binturong, c'est arrêter la déforestation et préserver son milieu naturel. Actuellement, c'est la seule chose qu'on peut faire et c'est déjà pas mal si on arrive à faire changer les mentalités à ce niveau-là. Donc, le dernier objectif vraiment d'AB Conservation et pourquoi on l'a créé, c'est vraiment protéger l'espèce. En premier lieu, en faisant des partenariats avec des centres d'accueil de la faune sauvage. Pourquoi c'est important de faire des partenariats avec des centres d'accueil de la faune sauvage? Parce que c'est un peu des thermomètres. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand il y a des binturongs qui sont saisis, ils vont transiter par ces centres d'accueil. Donc, ça nous permet de savoir en fait s'il y a une augmentation d'un trafic, s'il y a une diminution d'un trafic. Et en plus de ça, si un jour on parle de réintroduction ou qu'on parle de renforcement de population, clairement, on passera par des centres d'accueil qui sont déjà implantés en Asie du Sud-Est plutôt qu'à d'autres parcs qui se trouvent en dehors de l'Asie du Sud-Est. Et donc, tout ça en découle vraiment de la création d'un vrai programme d'études et de conservation qui serait en adéquation tout simplement avec les besoins physiologiques et biologiques du binturong. Je vous présente l'équipe, donc moi, là, qui est en train de sourire, donc présidente et fondatrice de l'association. Agathe, que j'ai rencontrée en 2016 lorsqu'elle était étudiante et qu'elle faisait en fait son master en éthologie et sa thèse vétérinaire sur les binturongs. Oui, Agathe est vétérinaire et éthologue et depuis 2016, elle est responsable scientifique de l'association et surtout depuis septembre 2018, en fait, elle vit aux Philippines. Donc, c'est elle qui gère entièrement toute la partie scientifique aux Philippines. Muriel, qui est chargée de programme éducatif aux Philippines. Elle est diplômée d'un master d'ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité. Il faut savoir que Muriel nous a, non, je ne vais pas dire harcelé, mais de sa licence jusqu'à son master, elle nous envoyait régulièrement des mails pour nous dire oui, est-ce que je peux faire un stage pour vous? Je voudrais vraiment étudier le binturong, j'aimerais vraiment être stagiaire chez AB Conservation. Et ça a été pour son avantage puisque dès qu'on a pu commencer quelque chose de sérieux aux Philippines et dès qu'on a eu besoin de quelqu'un sur place, c'est Muriel qu'on a contacté pour d'une part analyser toutes nos données sur 5 mois en 2018 et puis en septembre 2019, puisqu'elle avait vraiment un background en gestion de la biodiversité et qu'elle était énormément intéressée par l'éducation à l'environnement, on lui a proposé de gérer toute la partie éducative du BERCAT Study Programme à Palawan. Donc, elle vit là-bas depuis juin 2019. Mélissa, qui est notre secrétaire, qu'on a absolument besoin, qui est en charge en fait de toute la relecture de nos textes, nos rédactions en français et en anglais, que ce soit sur nos réseaux sociaux, nos sites internet, mais aussi nos articles scientifiques. Elle est bilingue, donc elle est indispensable. Et comme Agathe, en plus, elle est vétérinaire. Donc là, elle va commencer à épauler, mais à distance, notre future chargée de mission de rénovation du centre de soins de la faune sauvage de Palawan pour toutes les questions en fait qui sont en relation avec l'hygiène, la sécurité et la santé des animaux du centre. Et pour finir, je finis par le seul garçon des membres du bureau d'AB Conservation, qui est aussi notre trésorier, très important, puisque c'est lui qui va gérer vraiment tout l'argent qui rentre et qui sort au sein d'AB Conservation. C'est lui qui fait les bilans comptables et surtout, c'est lui qui nous a inventé ce magnifique logiciel pour faire nos comptes à Agathe aux Philippines et moi les comptes en France. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment sur AB Conservation, avant qu'on passe sur la présentation du programme d'études et de conservation du binturong. Alors effectivement, il y a eu pas mal de questions, assez diverses et variées. Il y en a certaines, je pense qu'on va les passer parce qu'en fait, il y aura des réponses dans la suite de la présentation puisqu'il y a des questions qui concernent plutôt nos programmes sur place. Il y a eu beaucoup de commentaires, donc il faut que je remonte un petit peu tout ça. Tac. Alors, il y a Alexis du CPPR qui revient sur les histoires d'études d'études génétiques avec les prélèvements de poils. Qui demande du coup si on pense que ces prélèvements pourraient permettre d'établir les sous-espèces. C'est le cas.
C'est le cas en fait. Hein. C'est grâce à cette génétique, à ces prélèvements qu'on a pu déjà identifier deux grosses sous-espèces sur les denturons. Après, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est la grosse difficulté, en fait, c'est d'arriver à avoir des poils dont on connaît l'origine. En fait, parce que c'est pas forcément si évident que ça de récupérer des poils d'individus sauvages. Qu'en parc zoologique, comme on l'a déjà dit, on ne connaît pas forcément l'origine des animaux. Donc, c'est ça qui est le plus gros défi actuellement, en fait, sur cette histoire de prélèvement de poils. Et c'est pour ça que l'étude de Géraldine de septembre dernier, en fait, elle parle uniquement quasiment du binturong de Palawan, parce qu'elle avait pu avoir, en fait, grâce à une chercheuse là-bas, pas mal de poils de Palawan. Pouf, pouf, pouf. Désolée, c'est juste que c'est un peu difficile d'arriver à bien retrouver. Alors, il y a une question de Christelle qui nous demande qui est-ce qui domine chez le binturong? Est-ce que c'est le mâle ou la femelle? En captivité, on a pu observer que c'était surtout la femelle qui était vraiment dominante sur le mâle. Et elle demande également pourquoi est-ce qu'on l'appelle chat-ours ou bear-cat. Pourquoi on l'appelle le singe-tigre aussi, je ne sais pas. On suppose en fait c'est parce que le binturong a une tête de chat et surtout il est plantigrade comme les ours, donc peut-être que ça viendrait de là. Il y a Nathan qui demande, alors qui est plus sur les actions de terrain, dans quelle mesure est-ce que nos actions sont impactées en ce moment et est-ce qu'il y aura des répercussions à plus ou moins long terme par rapport à la crise du coronavirus? Ouais, on en parle après. On va pas mal en parler en présentant le programme parce que oui, on est très, très impacté. Il y a Nina qui nous demande comment est-ce qu'on continue à rester motivé. Il est dur de garder le moral quand on voit qu'au final, peu de personnes, voire personne, ne vous écoute. Moi, je me faisais la réflexion avec Agathe qu'on était un peu masochiste. Voilà. Voilà, on a des convictions et on est sûr de nos convictions et voilà, faut aller jusqu'au bout. Faut aller jusqu'au bout de celle-ci. Et même si ça va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, sûrement toute notre vie apparemment, je pense. Mais voilà, ce pourquoi je dis on est peut-être aussi un peu maso. Je pense aussi qu'on voit que les choses évoluent petit à petit. Après, tout n'est pas toujours tout rose. On a des périodes où c'est un peu mieux, des périodes où c'est un peu moins bien. Et puis, on commence quand même à avoir une équipe. Mine de rien. Ouais. Ça aide aussi, je trouve, à... Je sais pas ce que tu en penses, Popo. À garder le moral. Oui. Ouais. De toute façon, les choses avancent d'année en année. On le voit, en 2015, j'étais toute seule. En 2016, il y avait Agathe. En 2018, Mumu nous a rejoint, puis Mélissa. Là, on va accueillir aussi Laura. Donc voilà, sur le terrain, en fait, clairement, voilà, l'équipe commence à s'agrandir et ça permet aussi de garder le moral dans les moments parfois qui sont un peu difficiles.